train de marchandises devenu fou traverse les montagnes rocheuses, côté canadien. Et le conducteur ne fait rien pour ralentir sa vitesse terrifiante. Jack, tu m'entends? Dans l'autre sens arrive un train de voyageurs transportant plus d'une centaine de personnes. Février 1986. Des aurores boréales spectaculaires illuminent le ciel au-dessus d'Edson, province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada. Conduire des trains de marchandises a longtemps été un rêve d'enfant pour Jack Hudson. Mais à 48 ans et après 16 années comme conducteur au CN Rail, la Société nationale canadienne des chemins de fer, Jack sait combien ce travail peut être éreintant. Les trains de marchandises canadiens parcourent des distances si vastes qu'une douzaine d'équipages locaux se succèdent parfois pour un voyage transcontinental. Jack Hudson, lui, circule sur la portion montagneuse qui traverse l'Alberta, entre sa ville natale de Jasper et Edson, plus à l'est. Vers 23 h la nuit précédente, il est descendu d'un convoi en provenance de Jasper et il a passé la nuit ici, dans les locaux de la société ferroviaire, à Edson. Après seulement 3h30 de sommeil, il reprend son service pour rentrer à Jasper. En gare, son serre-frein le rejoint. Comme Jack Hudson, Mark Edwards, 25 ans, vit à Jasper. Et comme lui, il n'a pas beaucoup dormi. T'as dormi un peu? Pas beaucoup. J'ai la grippe. Une bonne nuit de sommeil me ferait du bien. Ces deux hommes monteront dans la locomotive. Jack Hudson est le conducteur, tandis que Mark Edwards surveille les freins, prêt à intervenir au cas où son collègue aurait besoin d'aide. Surnommé Smithy, Wayne Smith, 33 ans, est le chef de train. C'est le troisième homme responsable du convoi ce matin-là. Smithy? Posté dans le fourgon de queue, il fait office d'observateur supplémentaire et s'assure que les deux hommes à l'avant savent ce qui se passe à l'arrière. Tous trois travaillent depuis longtemps pour le CN et ils ont parcouru ce tronçon d'innombrables fois. Le convoi dont ils ont la charge est impressionnant. Le CN 413 mesure près de 2 km de long. Et avec ses wagons remplis de céréales, de tuyaux métalliques et de produits chimiques, il accuse un poids de 11 000 tonnes. À son arrivée en gare d'Edson, le train ralentit mais ne s'arrête pas. Le redémarrer serait une perte de temps précieux et l'équipage souhaite entamer son trajet dès que possible. Hudson et Edwards prennent donc le train en marche. D'après le code de conduite du CN, c'est interdit, mais tous les équipages le font régulièrement. Au passage, Smithy surveille les marchandises, s'assurant qu'il n'y a aucun problème visible avec le fret ou avec les wagons le transportant. Tout est en ordre, Jack. Signale qu'on quitte Edson. On quitte Edson. Wayne Smith doit rester en contact avec l'avant du train pour s'assurer que le conducteur et le serre-frein sont attentifs. Lorsque le dernier wagon arrive devant lui, Smithy embarque à son tour.
Ok, les freins sont desserrés, tu peux y aller. À plus. À 6h40, Jack Hudson accélère. Grâce à son moteur diesel de 8000 chevaux, le train reprend de la vitesse sur la portion de trajet qui va le mener jusqu'à Jasper. Les 3 hommes font route vers chez eux. Tandis que le CN 413 se dirige vers l'ouest, un train de passagers de Via Rail, société assurant le transport de voyageurs, file vers l'est sur la même ligne. Le supercontinental numéro 4 de Via Rail se rend à Edmonton, dans l'Alberta. À son bord, plus d'une centaine de passagers s'émerveillent devant le paysage escarpé des Rocheuses canadiennes. James Haid, 36 ans, travaille dans l'automobile. Il rentre chez lui, dans l'Ontario, après un séjour de 2 semaines en famille à Vancouver. Il n'y a pas énormément de passagers et on se retrouve dans un milieu clos. On rencontre des gens et on discute avec eux. Je me souviens avoir rencontré 2 jeunes femmes au dîner, dont une qui était enceinte de plusieurs mois. Alors que certains dorment encore, James Haid se rend jusqu'à la voiture à place assise, le 4e wagon du train, pour lire avant le petit déjeuner. Je me souviens de cette dame et de son petit garçon. Il devait avoir dans les 3 ans et il était émerveillé par le paysage. Je me suis assis, j'ai relevé le store pour laisser entrer un peu de lumière et j'ai commencé à lire un roman. Plusieurs voitures plus loin, le chef de train adjoint Herbert Timpey, 61 ans, est un vieil habitué de cette ligne sur laquelle il travaille depuis 7 ans. J'étais chef de train adjoint et je m'occupais des passagers. Prochain arrêt, Hinton. Le train de passagers s'arrête en gare de Hinton, au moment où le train de marchandises s'approche de Arguen, à une vingtaine de kilomètres à l'est. À cet endroit, la voie se divise en 2 pour que les trains puissent se croiser. Le CN 413 va prendre la voie nord, le supercontinental celle du sud. Au moment où Jack Hudson approche de l'aiguillage, les feux de signalisation lui indiquent de ralentir. Smithy, signal de ralentissement à Arguen. Gare suivante d'Elhurst, à toi. Avant 413, ralentir à Arguen, gare suivante d'Elhurst. Terminé. Ce sont les derniers mots que ces hommes échangeront. Le régulateur d'Edmonton appuie sur un bouton pour engager le 413 sur la voie nord. Le train de Via Rail arrive en gare de Hinton à 8h28. À bord, Martin Pedersen, 64 ans, s'installe pour prendre son petit déjeuner au niveau inférieur de la voiture panoramique. Après une bonne nuit de sommeil, il se sent frais et dispos. Cet ancien pilote de la Deuxième Guerre mondiale s'y connaît en train. Pendant le conflit, il a fait sauter 36 convois ennemis en France. La veille, il a échangé quelques souvenirs de guerre avec un autre vétéran rencontré dans le train. Âgé de 61 ans, Kenneth Cuttle est un ancien Royal Marine. C'était en février et j'allais à Edmonton chercher du travail. À l'instar de Martin Pedersen, Kenneth Cuttle s'est lui aussi battu au-delà des lignes ennemies. Ces 2 hommes sont des survivants. Montons à l'étage pour jeter un coup d'œil. Il n'y avait pas grand monde dans le train. J'ai proposé de monter dans la voiture panoramique. Comme le jour se levait, on allait pouvoir observer plein de choses qu'on n'aurait plus l'occasion de revoir. On était dans les contreforts des montagnes rocheuses. Il y a alors 115 personnes à bord du train. Mais il n'arrivera jamais jusqu'à Edmonton. Et les passagers qui profitent de la beauté du paysage vont bientôt se battre contre la mort.
sunny morning on board a passenger train in Western Canada. Breakfast is being served as the train rolls east through the Canadian Rockies. Just 15 kilometers away, an 11 million kilogram freight train, CN 413, rumbles down the track toward it. With diesel engines still pounding at full throttle, it's pulling 113 rail cars of grain and hazardous material. En apparence, tout est normal. Mais ce qui se passe dans la locomotive va devenir un des plus grands mystères de l'histoire ferroviaire canadienne. Les trains de marchandises et les trains de passagers empruntent fréquemment la même voie. Sur de courts tronçons, cette voie se scinde donc parfois en deux pour permettre à des trains circulant en direction opposée de se croiser en toute sécurité. Ce jour-là, le CN 413 roule sur la voie nord. Les signaux lumineux lui indiquent de ralentir puis de s'arrêter complètement. Les feux ne repasseront au vert que lorsque le train de passagers sera passé sur la voie sud. Le train de marchandises pourra alors reprendre la voie principale. Mais le CN 413 ne ralentit pas. Sur une portion descendante, il passe à toute vitesse devant les signaux lumineux. S'il ne s'arrête pas rapidement, il va reprendre la voie principale à pleine vitesse et foncer droit sur le train de passagers. Inconscient du comportement bizarre du CN 413, le train de passagers continue sa route vers l'est. On sert son petit déjeuner à Martin Pedersen. Bonjour. À quelques kilomètres de là, le train de marchandises passe à toute vitesse devant les derniers signaux lumineux, sans tenir compte des 3 feux rouges lui intimant de s'arrêter. Et il reprend la voie principale, propulsant ses 11 000 tonnes à 95 km/h. Herbert Timpey, le chef de train adjoint, s'assoit un instant. Kenneth Cuttle a une vue imprenable sur la voie. Je discutais avec un Anglais qui était dans le sens contraire de la marche et je voyais par-dessus son épaule dans la direction où allait notre train. J'ai distingué une lumière qui clignotait au loin. Ne connaissant pas ce réseau ferroviaire, je me suis dit qu'il devait y avoir une autre voie et qu'un train allait nous croiser. Je lisais mon roman quand une jeune femme qui faisait partie d'un groupe est passée à ma hauteur. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Et puis, boum. Les trains se percutent de front à une vitesse cumulée de près de 200 km/h. 70 wagons de marchandises viennent s'encastrer dans le train de voyageurs. C'était comme une vague. Des wagons de céréales, d'autres avec des tuyaux d'1 mètre de diamètre et de 10 de long. Ils volaient comme des jouets. Sous la puissance de l'impact, un des wagons de marchandises décolle et s'écrase sur le train de Via Rail. C'est comme si le monde avait explosé. On aurait dit une mini-bombe atomique. Un gros champignon de fumée noire. Puis, tout est devenu noir. Je ne pouvais plus respirer tellement il y avait de fumée. Je vais mourir. Et je me résignais à mon sort.
passenger train has collided head-on with a freight train in Western Canada. Smoke begins to fill some of the cars. Injured passengers are trapped inside. En 37 ans dans les chemins de fer, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi terrible. La vague de métal et de wagons de céréales s'est arrêtée juste devant la voiture panoramique. À 1 mètre près, elle nous aurait recouverts. Dans cette même voiture, à l'étage inférieur, Martin Pedersen s'efforce de sortir. Mais il n'y voit presque plus rien. La vitre a volé en éclats au moment de l'impact et il a les yeux pleins d'éclats de verre. À l'autre extrémité du convoi CN 413, le fourgon de queue s'arrête violemment. Le chef de train, Wayne Smith, distingue une boule de feu rougeoyante dans le lointain, mais il ignore encore la gravité de la situation. Avant 413, je crois qu'on a déraillé. Il y a eu une grosse explosion et on transporte des produits chimiques, alors ne vous en approchez pas. N'approchez pas des produits dangereux. Mais pour seule réponse, il n'entend qu'un silence de mauvais augure. Dans le train de Via Rail, les passagers s'efforcent de s'extraire des débris tordus, mais la fumée s'épaissit. Dans les Royal Marines, j'ai appris à survivre et à réagir instantanément. Il y avait une vitre à l'arrière de la voiture panoramique, toute fendillée. Alors je suis monté sur une banquette et j'ai donné un coup de tête à travers cette vitre. Et j'ai crié « Sortons !» Kenneth Cuttle et d'autres sortent du wagon. J'ai tourné la tête et tout d'un coup, ça a pris feu. Martin Pedersen arrive lui aussi finalement à s'extraire, mais d'autres n'ont pas cette chance. Beaucoup sont prisonniers des wagons en flammes, comme James Haid. Le plafond de la voiture s'était effondré. J'avais perdu mes lunettes. Je n'y voyais plus rien. Et je ne pouvais plus respirer. Un employé des wagons-lits qui était derrière, dans la voiture-bar, avait ouvert une porte. Il est sorti et je l'ai suivi. Il était en état de choc. Ressaisis-toi! Ressaisis-toi, mon pote, il faut qu'on aide les gens à l'intérieur. Mais... N'y voyant pas grand-chose sans ses lunettes, James Haid retourne dans ce qui reste du wagon pour en extraire des survivants. Ici 413, régulateur. Dans le fourgon de queue, Wayne Smith contacte le régulateur situé à 285 km de là, à Edmonton. Il nous faut un médecin. Captant la conversation sur sa radio, Herbert Timpey, le responsable adjoint du train de passagers, intervient. Un train de passagers est accidenté. Appelez une ambulance. Il y a aussi des wagons en feu. Reçu, régulateur? Je vais voir devant si je peux aider. Quel était le signal à Dalehurst lorsque l'avant vous a contacté? Pardon? Quel était le signal à Dalehurst? J'ai appelé plusieurs fois à hauteur de Dalehurst, mais... J'ai appelé, mais je n'ai pas eu de réponse. Il aurait dû être rouge. Alors il a dû le brûler, car j'ai essayé à plusieurs reprises de le contacter, mais je n'ai pas pu. Ok, d'accord. À l'avant du train de passagers, James Haid essaye de secourir certains blessés. Ça va? Je vais vous aider. Il entend les cris de gens prisonniers des flammes. J'entendais la femme avec qui j'avais dîné la veille. Elle criait.
Sauver mon enfant. Mais il ne peut secourir ni la mère ni le garçon, inaccessibles sous les décombres. Ça a été difficile. Les gens qui étaient prisonniers hurlaient. Des hurlements comme vous n'en avez jamais entendu. Un homme dont la femme était coincée est retourné à l'intérieur et il est mort avec elle. Une femme qui était dans notre wagon avait presque toute une jambe arrachée. Courageusement, James Haig décide de retourner dans le wagon en flammes. Malgré la fournaise, il tente de sauver encore une vie. Il y avait un type juste devant moi. J'avais dîné avec lui la veille. Puis des flammes ont jailli et l'ont entouré. Il s'est redressé, il s'est frotté le crâne. On ne pouvait plus rien pour lui. Tous ceux qui étaient assis à l'avant de mon siège sont morts. Pour une raison ou une autre, mon heure n'avait pas encore sonné. Wayne Smith est effondré. Il n'arrive pas à joindre ses deux collègues à l'avant du train et il ne comprend pas ce qui a pu provoquer un pareil désastre. Quelques minutes après la collision, les survivants se traînent comme ils peuvent loin des wagons en flammes. Mais beaucoup sont encore prisonniers à l'intérieur. Le maréchal des logis de la Gendarmerie royale du Canada, Mark Linnell, est un des premiers sur les lieux. On m'a signalé un déraillement, pas une collision. Mais il y avait deux trains. L'agent de la gendarmerie royale s'est approché, il pouvait à peine parler. Il restait bouche bée et il a fini par dire « Je n'arrive pas à croire ce que je vois ». La scène qu'il découvre est effectivement cauchemardesque. Ces photos prises peu de temps après l'accident montrent l'ampleur des dégâts. J'étais estomaqué. Je n'arrivais pas à le croire. C'était vraiment quelque chose. La collision ayant eu lieu à 18 km de Hinton, les secours mettent 3 quarts d'heure à arriver sur les lieux. J'ai fait partie des Marines en Angleterre pendant 14 ans et j'ai été témoin de beaucoup de désastres provoqués par l'homme, comme des attentats terroristes. Et je croyais avoir tout vu. Il y a bien sûr énormément de traumatismes, de verres brisés, de brûlures. Et puis, j'ai vu 2 corps dans le wagon-restaurant, dans les bras l'un de l'autre. J'ai appris plus tard que c'était un homme et sa femme. Ça m'a fait un sacré choc. Tandis que Mark Linnell escorte les survivants à l'écart, il aperçoit un homme seul, une radio à la main, qui marche le long des voies. Comment ça va devant? Vous êtes? Wayne Smith va bientôt apprendre que ses 2 collègues sont décédés. Que s'est-il passé? Ils ont appelé? L'enquête est en cours et je ne peux pas vous dire grand-chose. Il y a une chance qu'il soit... Non, je suis désolé. Il était hagard, son train était en miettes et il y avait des cadavres partout. L'accident de Hinton est la pire catastrophe ferroviaire canadienne depuis 35 ans. On déplore 23 morts et 71 personnes grièvement blessées. Et les dégâts se chiffrent à plus de 30 millions de dollars.
Seul survivant de l'équipage du train du CN, Wayne Smith est l'unique individu susceptible d'expliquer comment un train de 11 000 tonnes a pu percuter de plein fouet un train de passagers. Ce qu'il sait est peut-être capital pour déterminer la cause du désastre. 2 jours après la collision, le gouvernement de l'Alberta crée une commission d'enquête officielle dirigée par René Foisy, juge à la cour d'appel de la province. La cause de l'accident semblait évidente, mais elle s'est avérée bien plus complexe qu'elle n'en avait l'air, car les réponses n'étaient pas aussi simples. Les trains de passagers et de marchandises empruntent régulièrement les mêmes voies sans incident. Que s'est-il donc passé ce jour-là? Dans les 11 mois qui suivent, René Foisy fait appel à 150 témoins et spécialistes pour répondre à cette question. Ce qui nous a le plus surpris a été la complexité des procédures et du matériel. La complexité globale qui entoure le fonctionnement du chemin de fer et de ce qui s'y passe. Pendant la convalescence de Wayne Smith, René Foisy se met au travail. Il commence par analyser les signaux qui auraient dû faire s'arrêter le train. Si ces derniers ne fonctionnaient pas, l'équipage en a peut-être conclu qu'il n'y avait pas besoin de ralentir. Le CN a soigneusement testé son système de signalisation et on a établi que ce dernier fonctionnait correctement. Mais nous sommes allés plus loin et nous avons embauché des experts indépendants pour effectuer d'autres tests. Les interrupteurs qui actionnent les signaux lumineux ont été laissés dans leur position d'avant l'accident. L'ingénieur en électricité Eugene Couch les examine. Un problème mécanique de l'appareillage a pu faire passer les feux au vert. Un défaut de fonctionnement ne conduit pas à l'allumage d'un feu vert. Donc, si défaut il y a sur une partie du système, tous les feux passent au rouge. Ça signifie que le train de passagers et le train de marchandises se seraient arrêtés. Nous avons conclu que le système fonctionnait de manière correcte et sûre. René Foisy suppose donc que les feux étaient au rouge, mais que le train de marchandises n'en a pas tenu compte. Faut-il chercher un autre incident mécanique? J'ai appelé plusieurs fois à hauteur de Dalhurst. Dans sa déposition, Wayne Smith a expliqué à la gendarmerie royale que sa radio ne marchait pas correctement. J'ai appelé, mais je n'ai pas eu de réponse. Y avait-il des problèmes mécaniques à l'avant du train? Toujours est-il qu'Hudson et Edwards n'ont pas communiqué avec Smithy. Joseph Ebert examine les radios portables du CN 413. Le premier essai a été effectué sur la radio qui était à bord du train et elle répondait aux spécifications techniques. Même si les radios fonctionnaient, il y a peut-être eu un autre problème. Beaucoup d'employés du CN expliquent que dans certaines zones, la communication radio est impossible. C'est ce qu'ils appellent des points morts. Ce point mort n'existe pas 365 jours par an. Mais cette possibilité est rejetée elle aussi. Parfois, ça ne passe pas. Certaines radios sont plus puissantes que d'autres. Le deuxième essai de communication entre la locomotive et le fourgon de queue a été effectué avec le même modèle de radio que celui en place au moment de l'accident. Et les essais grandeur nature ont donné des résultats satisfaisants. Les indices étaient très clairs et nous avons conclu qu'il n'y avait pas de point mort. Si les signaux étaient au rouge et si les radios fonctionnaient, pourquoi y a-t-il eu collision? René Foisy examine alors le détecteur de boîte chaude. Fixé sur les rails, cet appareil surveille la température des roues et des essieux des trains. Il enregistre également leur vitesse de passage. En analysant les données de cet instrument, René Foisy et son équipe font une découverte significative. Lorsque l'avant du train est passé à hauteur du détecteur de boîte chaude installé juste après Arguen, il roulait à un peu plus de 60 km/h. Mais lorsque le fourgon de queue est passé à ce même endroit, il allait à plus de 74 km/h. Malgré les signaux lui indiquant de ralentir, le train accélérait.
Sur les 8 derniers kilomètres, on a pu déterminer que le train de marchandises roulait au moins à 95 km à l'heure, voire 97 ou 98 à l'heure, et que les freins n'ont pas été actionnés avant la collision. L'équipage a donc laissé le train rouler trop vite, sans respecter les signaux d'arrêt et sans utiliser les freins. Tous ces indices laissent entendre que le CN413 était devenu fou. Pourquoi n'avait-on pas utilisé les freins? C'était difficile à comprendre. Mon Dieu! René Foisy s'intéresse alors à l'équipage. Quelque chose chez Jack Hudson serait-il susceptible d'expliquer ce qui est arrivé? En épluchant le dossier médical du conducteur du train et en interrogeant sa famille, René Foisy fait une découverte troublante. A train collision in Western Canada has killed 23 people. The man leading the inquiry into the disaster has ruled out mechanical problems. Judge René Foisy now takes a closer look at Jack Hudson, the 16-year veteran who was driving the freight train. When Foisy and the commission review Hudson's medical files, they are shocked by what they discover. Monsieur Hudson était un homme malade. Il était alcoolique, il avait une tension artérielle élevée et il avait du diabète. Il avait eu un problème au pancréas l'été d'avant l'accident et il avait eu une colostomie pendant plusieurs mois. Le juge se demande si cette longue liste peut avoir conduit à l'accident. Jack Hudson a été tué sur le coup et il avait subi des blessures très graves. Nous n'avons donc pas pu déterminer si un problème médical, une crise cardiaque ou une attaque l'avait rendu incapable de faire son travail. En revanche, l'analyse toxicologique n'avait révélé ni alcool ni drogue dans son sang. Il avait de gros ennuis de santé et des problèmes personnels. Mais c'était apparemment en train de se régler. Ce n'était pas le genre d'homme, s'il avait dû se suicider, à entraîner avec lui dans la mort 23 personnes et à en blesser 70 autres, dont certaines très grièvement. Nous avons par conséquent exclu la thèse du suicide. S'il ne s'agit pas d'un suicide et si Jack Hudson a été victime, par exemple, d'une crise cardiaque, pourquoi son serre-frein Mark Edwards n'a-t-il pas réagi? Les enquêteurs avancent une explication plausible. T'as dormi un peu? Pas beaucoup. J'ai la grippe. Une bonne nuit de sommeil me ferait du bien. Mark Edwards était peut-être tout simplement endormi. Le docteur Alison Smiley est une spécialiste du sommeil et de la fatigue. Juste avant de prendre son service, ce jour-là, Jack Hudson avait dormi 3h30. Si tant est qu'il ait dormi de l'instant où on l'a vu pour la dernière fois jusqu'à ce qu'on le revoie après. Le serre-frein a dit être un peu grippé et il avait dormi 5 heures la nuit précédente. Wayne Smith manquait lui aussi de sommeil. Il n'avait dormi que 5 heures environ. Lorsque le train est passé devant les feux rouges, les 3 hommes étaient peut-être assoupis. Ils travaillaient à des horaires irréguliers. Tel jour, ils démarraient à 4 heures du matin, le lendemain à 14 heures. Leurs horaires étaient si changeants que ces hommes étaient toujours en décalage horaire. Leur physiologie n'était jamais complètement adaptée à leurs heures de travail. La monotonie des longs trajets sur les mêmes itinéraires, jour après jour, fait qu'il est difficile pour les cheminots de ne pas relâcher leur attention. Les voies qui défilent indéfiniment. C'est un environnement de travail très soporifique. On peut donc comprendre que quelqu'un puisse s'endormir, quelle que soit sa motivation. À l'époque, les trains étaient équipés d'un système de sécurité censé arrêter un convoi en cas d'endormissement ou de décès du conducteur, la pédale de vigilance. L'ingénieur est censé garder le pied sur cette pédale. Et tant qu'il appuie, le train ne s'arrête pas.
Si la pédale n'est pas enfoncée, au bout de quelques secondes, un avertissement sonore très audible est émis. Et si rien ne se passe, le convoi s'arrête. René Foisy découvre alors que beaucoup de cheminots neutralisent couramment la pédale de vigilance. Une des excuses que nous ont données ces conducteurs, c'est que sur de longues distances, garder le pied appuyé sur la pédale est très inconfortable. C'est pour ça que parfois, ils posaient quelque chose sur cette pédale, un panier repas ou un objet assez lourd, pour qu'elle reste enfoncée et qu'ils puissent se dégourdir les jambes. Malheureusement, la pédale subissait souvent ce traitement pendant des périodes très prolongées. Mais si Edwards et Hudson étaient endormis à l'avant, et si la pédale de vigilance avait été neutralisée, Wayne Smith aurait pu éviter le désastre. 2 mois après le début de l'enquête, ce dernier se présente à la barre. Les médecins ne l'ont pas autorisé à témoigner plus tôt, le jugeant trop traumatisé par l'accident. Les enquêteurs vont pour la première fois l'entendre évoquer ses souvenirs des dernières minutes précédant la catastrophe. J'étais assis à mon poste dans le sens inverse de la marche quand on a passé la borne 169. C'est le repère que j'utilise pour savoir que c'est le moment d'appeler le conducteur avant le signal d'approche de Delhurst. Avant 413, quelles sont les indications au signal d'approche 1703 de Delhurst? L'avant est censé répondre à Wayne Smith que le signal a été repéré et qu'il indique de ralentir. Avant 413, vous m'entendez? J'ai dû appeler 3 ou 4 fois, mais je n'ai pas eu de réponse sur la radio grise. Elle ne marchait pas. Quelle est l'indication au signal 1703? À vous. Ce témoignage est pour le moins surprenant, car René Foisy sait que les radios fonctionnaient correctement. Lorsqu'il demande à Wayne Smith à quelle vitesse il estime que le train roulait avant la collision, René Foisy a droit à une autre surprise. J'ai senti que l'avant avait actionné le frein légèrement. Dans le virage, je me suis dit qu'on devait aller à environ 80 km/h, ou moins. Sauf que d'après le détecteur de boîte chaude, le train dépassait d'au moins 15 km/h la vitesse maximum autorisée et il n'a jamais freiné. Je suis monté utiliser la radio rouge et j'ai essayé de les contacter. Jack, que dit le signal 1703 de Delhurst? Je les ai appelés sur la fréquence 1 à 3 ou 4 reprises, pas de réponse. Donc, j'ai essayé d'autres fréquences. Mais là encore, la déposition de Wayne Smith ne colle pas. René Foisy sait par d'autres cheminots qui étaient à l'écoute dans la région que personne ne l'a entendu appeler. Il affirme qu'il essayait encore de contacter Jack Hudson lorsque le train est passé à toute vitesse devant les signaux lui intimant de ralentir. Jack! En cheminot expérimenté, il sait que le signal suivant sera certainement un triple feu rouge, c'est-à-dire un ordre d'arrêt du train. Mais il n'obtient toujours pas de réponse et le train ne ralentit pas. Il a un frein de secours à portée de main, mais il ne l'utilise pas. Jack, t'es là? Rendu perplexe par le silence de son collègue, Wayne Smith dit n'avoir rien fait d'autre qu'essayer de joindre la locomotive. Avant, Jack, à toi! Compte tenu de ces circonstances, pourquoi n'avoir pas tiré le frein de secours? J'avais l'impression que le conducteur avait les choses en main, qu'il faisait le nécessaire pour maîtriser le train. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait que j'actionne le frein de secours. À ce moment-là, je ne pensais pas que quelque chose clochait. C'est bien ce que je veux dire. En cas de problème avec la radio, on vous a appris depuis des années à observer les signaux. C'était l'ultime recours. Il n'a pas actionné le frein de secours car il ne pensait pas que la situation était grave à ce point. C'était ce qu'il avançait et ça me posait un gros problème car si la situation n'était pas critique, quand allait-elle l'être? L'audition de Wayne Smith est terminée. Le juge Foisy est sur le point de refermer le dossier et d'attribuer leurs responsabilités aux personnes concernées.
The inquiry into one of the deadliest train crashes in Canada is complete. 23 people were killed when a freight train crashed head-on into a passenger train near Hinton, Alberta. Chief Investigator René Foisy has explored every angle, from technical malfunction to human error. He is now ready to deliver his report on what went wrong that day. Dans son rapport de 205 pages, il désigne nommément tous les coupables. Le conducteur Jack Hudson n'a pas vu, et donc pas respecté, les signaux lumineux qui lui indiquaient d'arrêter le train avant de reprendre la voie unique. S'il n'a pas fait son travail, c'est aussi le cas du serre-frein Mark Edwards. Lui non plus n'a pas tenu compte des signaux lumineux et n'a pas freiné le convoi à temps. Wayne Smith est lui aussi coupable de ne pas avoir respecté la procédure. Il aurait dû actionner le frein de secours après avoir constaté qu'il ne pouvait pas contacter ses collègues. Vu le nombre de contradictions dans la déposition de Wayne Smith, René Foisy conclut qu'elle n'est pas fiable. Je n'étais pas sûr de ce qui était arrivé. Je suis retourné à ma place, j'ai sauté de ma guérite et j'ai couru. J'avais l'impression qu'on continuait d'avancer. Le train ne s'est pas arrêté net, le fourgon de queue a continué. René Foisy affirme que Wayne Smith, tout comme Hudson et Edwards, étaient trop fatigués ce matin-là. J'avais simplement envie de rentrer chez moi. Mais ces trois hommes ne sont pas les seuls incriminés par René Foisy. D'après son rapport, il est possible que Jack Hudson ait eu une crise cardiaque ou une attaque. Or, la direction du CN était au courant de ces maladies depuis des années. Il avait réussi à accumuler 40 ou 50 blâmes. Et à 60, c'est le licenciement. Mais arrivé là, il a commis d'autres infractions qui n'ont pas été sanctionnées. Le rapport insiste également sur les règlements enfreints quotidiennement, comme la neutralisation de la pédale de vigilance ou la prise du train en marche. Nous sommes arrivés à la conclusion que beaucoup de choses laissaient à désirer du côté du CN. Il y avait de toute évidence un certain laxisme et une certaine complaisance à l'égard de certains comportements. La leçon à tirer, c'est que lorsqu'il y a des règles, il faut y obéir et les faire respecter. Si le système s'apparente trop à du copinage, il y a du laisser-aller et des problèmes arrivent. Comme ça a été le cas lors de cette tragédie. En conséquence, René Foisy exige du CN une amélioration des systèmes de sécurité et recommande que les trains soient désormais tous équipés du RSC, un système de veille automatique. Ce système est bien plus complexe que la pédale de vigilance et à moins d'une attention constante, une alarme se déclenche qui peut entraîner jusqu'à l'arrêt du convoi. Un équipement qui s'est avéré précieux à plusieurs reprises depuis l'accident d'Hinton. Une étude a été faite au CN 10 ans après cet accident. Elle a mis en évidence qu'environ 90% des conducteurs de train disaient avoir été réveillés par l'alarme au moins une fois. Suite à la publication du rapport, le CN a mis en place un des programmes de lutte contre la fatigue les plus sophistiqués du monde. Les cheminots ne sont plus d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La sieste n'est plus vue d'un mauvais œil. Des centres de repos ont été construits ou améliorés et les cabines de locomotives sont plus confortables. Mais pour les victimes de la catastrophe de 1986, ces changements sont intervenus trop tard. Je me souviens encore des gens qui sont morts dans cet accident, de bons amis cheminots, et ça me fait vraiment mal. Ça fait 20 ans. Et je vais bien. J'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas de la chance, non. Ça a été trop tragique pour parler de chance. Ça m'a fait trop mal au fond de moi. Au cours d'une vie, quelque chose peut se produire qui détruit, ou du moins ébranle vos plus profondes certitudes.
sans que ce soit de votre faute. Mais la vie occasionne parfois ce genre de choses. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut s'en remettre. La vie continue.